Bienvenue à tous sur Monsieur Mystique, l'histoire d'horreur. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous raconter 10 histoires terrifiantes et vraies sur l'exploration de maisons hantées, la nuit d'Halloween. Chaque récit vous entraînera un peu plus loin dans les recoins sombres de ces demeures oubliées, là où quelque chose d'autre se réveille. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager. Merci à tous. Passons maintenant aux histoires. Histoire 1. La maison Marlowe. Mon cousin Ren avait emménagé chez moi cet été-là pour m'aider à retaper l'ancienne maison de mon grand-père, en Virginie-Occidentale. Il n'avait rien pour le retenir, et moi, je n'avais pas les moyens de payer des professionnels. La maison était aussi solide qu'un tas de boîtes à céréales mouillées, un porche qui s'affaissait, des fils électriques défectueux, et une odeur de moisi qui persistait, peu importe la quantité d'eau de javel qu'on utilisait. On n'avait ni câble ni internet digne de ce nom. Même le peu de connexion qu'on avait dépendait du fait de se tenir à un endroit précis près de la fenêtre, le téléphone incliné comme si on cherchait un signal. Quand octobre arriva, on avait épuisé tous les films, tous les podcasts, tout ce qu'on pouvait streamer, pirater ou sortir d'une vieille boîte de DVDs poussiéreuse. On s'ennuyait à un point où tout commençait à sembler une bonne idée. Un soir, Ren, sans prévenir, me demanda « T'as déjà entendu parler de la maison Marlowe ?» Il scrollait sur un forum local hyper spécifique qu'il avait réussi à charger. Des fils de discussion sur les vieux bâtiments, les trucs abandonnés, les gens échangeant des histoires. La maison Marlowe était mentionnée en commentaire. Rien de détaillé, juste quelqu'un disant qu'il ne s'en approcherait pas. Apparemment, elle était vide depuis le début des années 80. Une de ces fermes à moitié englouties, cachée au bout d'un chemin de gravier qui n'apparaissait même pas sur Google Maps. Les gens disaient que la famille était partie un jour, sans drame, sans explication. Juste, disparu. Avec le temps, les arbres avaient envahi les lieux, et la route avait disparu des cartes. On n'avait rien de mieux à faire. Ren présenta ça comme une aventure anodine, on va juste jeter un coup d'œil, prendre des photos. Ça pourrait être marrant. Je n'aimais pas l'idée, mais je ne voulais pas non plus être le gars qui abandonne à cause de mauvaises vibrations. On prit quelques affaires, des lampes frontales, une lampe torche, l'enregistreur audio de Ren, et un pied de biche. Pour le réconfort, surtout. On partit juste après la tombée de la nuit, passant devant la dernière station-service avant de s'engager sur une route en terre clairement abandonnée depuis avant notre naissance. Quand on s'arrêta enfin, la maison était à peine visible à travers les buissons. On ne l'aurait même pas remarqué si on ne l'avait pas cherché. Le porche s'était à moitié effondré, et des lianes enserraient la rambarde comme des veines. L'endroit semblait avoir tenté de disparaître. Je me souviens avoir pensé que ça ressemblait plus à une photo abandonnée qu'à un vrai bâtiment. On grimpa sur le porche avec précaution, chaque planche pliant sous notre poids, mais aucune ne céda. Ren poussa la porte d'entrée, et elle s'ouvrit. Pas de grincement, pas de gond coincé, juste, ouverte, comme si elle n'avait jamais été correctement fermée. À l'intérieur, l'air était lourd et immobile. Pas de vent, pas de bruit d'animaux, juste ce silence épais et rance. Le papier peint s'était décollé en longues volutes. Les planchers en bois étaient déformés par l'humidité, et tout sentait la poussière humide et le plâtre. Aucun objet personnel n'avait été laissé, aucun meuble, aucun vêtement, juste des espaces vides là où les choses avaient été. On commença à fouiller, surtout pour l'enregistrement de Ren. Il narrait comme s'il faisait un documentaire, entrée du rez-de-chaussée, signe visible de dégâts structurels. Aucune occupation récente. L'odeur suggère de la moisissure, peut-être de la moisissure noire. Il en faisait des tonnes, mais je voyais qu'il était excité. Pour lui, c'était l'événement le plus proche d'une aventure qu'on avait eue depuis des semaines. Dans un placard du couloir, il trouva une pile de vieux albums photos, la plupart vides. L'un d'eux avait une note manuscrite sur la page de garde, octobre 1979, dernier automne à la maison. Il le feuilleta, mais il n'y avait rien à l'intérieur. Juste des pages décolorées et des taches qui ressemblaient à des dégâts d'eau, ou peut-être à autre chose. On monta à l'étage. Les 2 premières chambres étaient complètement vides. Mais la troisième, celle du fond, contenait encore quelque chose. Un matelas par terre. Pas de sommier, pas de drap, juste un matelas jauni et affaissé. Le genre qui a trop vécu. Et sur le mur du fond, juste au-dessus, il y avait des dessins étranges au crayon. Au début, je ne compris pas ce que c'était. Des gribouillis,
Peut-être. Mais plus je regardais, plus il devenait clair. Tous la même forme, des mains. Des dizaines. Longues, larges, avec des doigts exagérément allongés. Pas de bras, juste des doigts noirs. Chacune s'étirant vers le bas depuis le haut du mur, comme si elle sortait du plafond. Je restais là à les fixer un moment, sans vraiment savoir ce que je ressentais. Ce n'était pas de la peur, exactement, plutôt une gêne sourde qui rampait, comme si je regardais quelque chose qui était encore en train de se produire. Je dis à Ren d'arrêter d'enregistrer. Il rit, comme si je plaisantais, mais j'étais sérieux. Il y avait quelque chose de mal avec ses dessins. Comme s'ils n'avaient pas été dessinés, mais laissés là. Il m'ignora et continua à tourner dans la pièce, parlant dans le micro, 31 octobre 2022. Multiples empreintes de mains, motifs uniformes, emplacement probablement symbolique. Chambre d'enfant. Puis il s'arrêta net. Je crois que quelqu'un vient de descendre. Je ne dis rien. On resta tous les deux figés. On n'avait entendu ni porte, ni pas, ni rien de bruyant. Mais je jure que l'air avait changé. La pression avait varié, comme si la maison avait soupiré sous nous. J'éteignis ma lampe frontale. Obscurité totale. Puis, d'en bas, un bruit. Sec. Mécanique. Pas fort, mais proche. Je ne sus pas d'abord ce que c'était. Ren se pencha vers l'escalier. C'est des ciseaux. Le bruit revint. Une rafale. Plus proche. Je n'attendis pas pour voir. On commença à reculer vers le couloir quand on le vit. Quelqu'un se tenait en bas des escaliers, immobile, juste debout. Son visage était dans l'ombre, mais sa posture était étrange, trop raide, comme s'il n'attendait pas qu'on descende, mais comme s'il nous avait déjà. Sa main droite était levée, tenant quelque chose de métallique. La lampe torche attrapa juste assez de lumière. Des ciseaux. Il les alluma à nouveau. Clac. Puis il commença à monter. Pas vite, pas agressif, juste méthodique. Chaque pas calme et délibéré, le bruit des ciseaux s'amplifiant à chaque marche. J'attrapai Ren par le bras et le tirai vers la chambre du fond. On claqua la porte et on verrouilla le loquet. Pas que ça aurait arrêté quoi que ce soit. Il y a un placard, chuchota Ren. On s'y engouffra. Les lattes de la porte nous donnaient juste assez de vue sur la pièce. La porte grinça. L'homme entra. Il portait un maillot des Arizona Cardinals. Ce détail me frappa, comme quelque chose de réel au milieu de tout ça d'irréel. Il ne regarda pas autour de lui, il alla droit vers le mur, vers les dessins, et les fixa. Puis les ciseaux s'arrêtèrent. Il resta là, silencieux, avant de dire doucement, comme pour lui-même, « Laisse-moi juste nettoyer un peu. » Et il commença à raser le mur. Je ne rigole pas. Il pressa les ciseaux contre le plaque-au-plâtre et se mit à le tondre comme s'il s'agissait de cheveux. Découlants, réguliers, encore et encore. Les lames mordant dans la peinture et le plâtre. De la poussière blanche flottait comme des pellicules. Juste un peu. Laisse-moi nettoyer un peu. Je ne pouvais pas bouger. Je le regardais, puis quelque chose en moi craqua. Je donnai un coup de pied dans la porte du placard, poussai Ren et on courut. On dévala les escaliers, on traversa la porte d'entrée sans se retourner. Je ne vérifiai même pas s'il était derrière moi. Je courus jusqu'à ce que j'atteigne le gravier au bord de la route, et je continuai jusqu'à ce que mes jambes refusent. On ne dit pas un mot pendant tout le trajet du retour. J'appelai un agent immobilier cet après-midi-là et mis la maison en vente. Ren partit 2 jours plus tard. Histoire 2. La maison d'Arnell. On était près de Wilmer, en Arkansas, au milieu de nulle part. Le mobil-home de mon cousin Ryan était planté bien au-delà d'une route de bûcheron, là où les collines commencent à se transformer en vraies montagnes. C'était la nuit d'Halloween, et on buvait depuis le coucher du soleil. On se passait une bouteille de whisky bon marché et un pack de bières écrasées que quelqu'un avait oublié dans une glacière depuis le Labordais. On était 5, moi, Ryan, sa copine Lexi, mon pote Joël, et un gars silencieux que Lexi avait amené, Caleb. Il avait un de ces visages indéchiffrables, et il sirotait surtout sa boisson en fixant le feu, comme s'il attendait que quelque chose de précis se produise. On essaya de l'entraîner dans nos conneries habituelles et nos histoires de fantômes, mais il répondait à peine. Entre le 3e et le 4e tour,
la maison d'Arnel fut mentionnée. Si t'as grandi dans le coin de Wilmer, t'as probablement entendu parler d'elle au moins une fois. L'histoire dit qu'un certain Everett Darnell avait construit l'endroit dans les années 50. Il y avait un sous-sol en pierre sur mesure, des carrelages posés à la main, le tout. Il y vivait seul pendant un moment. Puis un jour, pouf, il disparut. Il laissa son camion, son portefeuille, tout. La dernière fois qu'on l'avait vu, il était descendu au sous-sol. Il n'en était jamais remonté. Les flics n'avaient rien trouvé. Aucun signe de lutte. Aucun voisin n'avait rien vu ni entendu. Finalement, la ville cessa d'en parler comme d'un mystère et commença à en parler comme d'un avertissement. L'endroit était maudit, abandonné, laissé à pourrir dans un bosquet d'arbres à 1 mile après la crête, et personne n'avait jamais essayé d'y emménager après ça. Les gens prétendaient entendre des bruits bizarres s'ils s'en approchaient trop, des grattements, des voix, ou une odeur âcre de tabac à pipe quand il n'y avait personne. On était éméché, on s'ennuyait, et on avait des lampes torchées. Ça ne prit pas beaucoup de persuasion. Vers 23 heures, on attrapa notre matériel et on partit. Le sentier n'était pas balisé, mais Ryan connaissait le chemin, en quelque sorte. Le froid s'installa vite. Mes bottes écrasaient les feuilles sèches, et l'air avait cette sensation aiguë et creuse, comme si tout autour de nous retenait son souffle. Le whisky nous garda au chaud au début, mais je sentis mes doigts commencer à picoter une fois qu'on eut passé la lisière des arbres. Personne ne parla beaucoup une fois qu'on eut laissé le feu derrière nous. Même Joël, qui d'habitude ne pouvait pas se taire, était silencieux. Plus on avançait, plus les arbres se resserraient, les branches se rapprochant, du genre à accrocher ta veste quand tu ne regardes pas. Caleb marchait derrière nous, capuche toujours relevée, lampe torche basse. Il ne regarda même pas la maison quand elle apparut enfin. Ce n'était pas grand-chose à voir. 2 étages, un bardage bleu pâle délavé en gris et qui s'enroulait sur les bords. Le toit s'affaissait, le porche penchait comme s'il essayait de s'échapper. Il y avait une vieille porte moustiquaire qui pendait encore à une charnière, et quelqu'un avait tagué un pentagramme rouge sur le devant, avec des lignes maladroites qui coulaient comme si le bois avait saigné. Ça ressemblait à l'idée qu'un ado se fait d'une maison hantée. Je fus le premier à entrer. Le froid à l'intérieur frappa différemment, comme un froid de cave, celui qui s'installe dans ta colonne vertébrale. L'air sentait la pourriture humide et la terre. Ma respiration sortait en épaisse bouffée, et les planches du sol craquaient assez fort pour me faire hésiter à chaque pas. Le plafond semblait bas, comme si la maison avait été construite pour quelqu'un de plus petit. Et tout avait cette étrange inclinaison, comme si la gravité ne fonctionnait pas tout à fait correctement là-dedans. On traversa comme des touristes dans un musée condamné, salon, salle à manger, un couloir qui menait à 2 petites chambres à l'étage. La plupart des murs étaient dépouillés jusqu'aux planches nues. Le papier peint restant s'enroulait comme une vieille peau. Je me souviens d'avoir tapé sur un luminaire desserré juste pour briser le silence et de l'avoir entendu résonner comme un carillon. Ryan et Joël essayèrent de faire des blagues pour couper la tension, mais ça semblait forcé. Lexi restait collée à lui, et Caleb, toujours silencieux, se déplaçait lentement dans la maison, s'arrêtant à chaque porte comme s'il attendait que quelque chose la traverse. Je le vis s'arrêter complètement dans une des chambres, fixant la fenêtre comme si elle pouvait changer de forme s'il attendait assez longtemps. Je déambulai jusqu'à la cuisine. Elle était surtout vidée, comptoir nu, un évier taché, des carreaux cassés. Mais une chose m'arrêta. Toutes les portes de placard étaient ouvertes. Pas à moitié, pas pendantes. Chacune d'elles était ouverte à un angle parfait de 90 degrés. Certaines charnières semblaient ne pas avoir bougé depuis des décennies, rouillées dans le bois, mais elles étaient toutes grandes ouvertes, comme si quelqu'un était passé et les avait délibérément disposées ainsi. Je ne touchais à rien. Puis je vis la porte du sous-sol. Elle était nichée entre l'espace du frigo et le mur du fond, et elle était fermée. Mais une fine lueur jaunâtre filtrait par en dessous, fine comme une coupure de papier. Je me dis que l'un des autres était déjà descendu. Peut-être Caleb, essayant de nous faire peur. Je me retournai pour appeler, et c'est là que je réalisai que je n'entendais plus personne. Pas de voix, pas de pas, pas de craquement lointain du plancher à l'étage, juste le silence. Ce n'était pas seulement l'absence de son. C'était mauvais, comme si un vide avait aspiré la maison. J'ouvris la porte du sous-sol et appelai, « Eh, t'es en bas ?» Pas de réponse. Je me dis qu'on se moquait de moi. J'étais habitué à ce jeu, alors je descendis. Les escaliers étaient vieux, étroits, assez raides pour me rendre nerveux.
La lumière que j'avais vue venait d'une ampoule nue suspendue au plafond par un fil, oscillant juste assez pour projeter des ombres mouvantes contre les murs. Le sous-sol était vide. Pas d'étagère, pas de vieux meubles, juste un large sol en béton avec 4 murs en pierre épaisse. Mais quelque chose avait griffé le béton près du mur du fond. De longues marques irrégulières, comme si quelqu'un avait traîné quelque chose de métallique dessus encore et encore. Elles n'étaient ni symétriques ni organisées, juste des sillons en colère, comme si quelqu'un avait essayé de creuser avec une force brute et désespérée. C'est alors que l'ampoule grilla. Pas seulement un clignotement, mais un pop sec, une petite étincelle, et me voilà debout dans le noir. Ma lampe torche s'alluma immédiatement, mais ma main tremblait et le faisceau bondissait sur les murs comme s'il cherchait quelque chose qui nous observait peut-être déjà. Je me retournai, prêt à partir, quand je l'entendis. Une respiration lente, régulière, proche. Mais elle ne venait pas des escaliers. Elle était derrière moi. Je braquai la lampe torche vers le coin éloigné, le cœur battant si fort que ça me sifflait dans les oreilles. Le faisceau tremblait tandis que je balayais les murs de pierre, les griffures, les bords du sous-sol. C'est alors que je la vis. Une porte basse, encastrée dans le mur du fond, si bien intégrée au béton que je jurerais qu'elle n'était pas là quand je suis entré. Elle était en bois, noircie, comme si elle avait trempé dans de l'huile ou quelque chose de pire. Pas de poignée, juste un loquet rouillé à l'extérieur, et elle était entr'ouverte. À peine, juste assez pour voir que l'obscurité à l'intérieur n'était pas une obscurité normale. Ce n'était pas comme si la lumière ne pouvait pas l'atteindre. C'était plutôt comme si la lumière refusait d'y entrer. L'espace au-delà de cette ouverture était noir d'une manière que je ne pense avoir vue nulle part ailleurs. Ça avait l'air affamé. Je me figeai. Mes pieds bougèrent avant que mon cerveau ne suive. Je reculai pas à pas, gardant ma lampe torche braquée sur cette fente de porte. Puis, sans un bruit, elle grinça plus largement, seulement de quelques centimètres, mais elle bougea délibérément. Et de l'obscurité vint le bruit de traînage. Métal sur pierre. Lent. Lent. Je me retournai et courus. Je ne criai pas. Je n'avertis personne. Je courus. Les escaliers me parurent 2 fois plus longs. Je claquai la porte du sous-sol derrière moi si fort que les murs tremblèrent et je trébuchai dans la cuisine. Toujours pas de bruit. Toujours pas de gens. Je traversai la maison, pièce par pièce, vide. Aucun signe que quelqu'un y soit jamais entré. Je sortis sur le porche, le cœur battant, prêt à hurler. Et les voilà, tous les 4, debout dans la cour, silencieux, ne me regardant pas, comme s'ils attendaient là toute la nuit. Mais putain, balbutiai-je, à moitié riant de panique, essayant de reprendre mon souffle. Lexi se retourna la première. T'es entré tout seul. Je fronçai les sourcils. De quoi tu parles ? J'y suis resté 10 minutes. Vous étiez juste derrière moi. Ryan avança lentement. Non, mec. T'es entré le premier. T'es entré le premier. Dès que t'as franchi le seuil. On a entendu un cri. Une fois. C'est tout. On n'a même pas mis un pied à l'intérieur. Je baissai les yeux vers le porche. De la poussière. 4 paires d'empreintes en bas des escaliers. Une seule série entrant. Aucune sortant. Je ne me souviens pas être sorti de la maison. Je ne me souviens pas être retourné sur le porche. Je me souviens juste d'être resté là, tremblant, regardant leur visage, réalisant que quelque chose avait très mal tourné. On n'en reparla plus. Caleb partit pour l'Arizona 1 mois plus tard. Sans dire au revoir. Juste parti. Histoire 3. La maison Bramble. Cette année-là, Halloween tombait un vendredi, et mon pote Mason n'avait parlé que de ce plan toute la semaine. Chaque vieille grange avait une histoire. Chaque église évidée avait une rumeur qui lui collait à la peau. Mais Mason avait un endroit en particulier en ligne de mire, une vieille maison à moitié effondrée, bien au-delà de Penny Hill. Les gens l'appelaient la maison Bramble. Personne ne savait à qui elle avait appartenu à l'origine. Certains disaient une famille de fermiers. D'autres juraient que c'était une planque de bootleggers. Quoi qu'il en soit, ce qu'elle était n'avait pas duré longtemps. L'histoire à laquelle Mason s'était accroché était que les premiers occupants n'avaient même pas survécu à un hiver complet. Ils avaient emménagé, l'avaient aménagé, puis tous avaient disparu avant le printemps.
La seule chose qu'ils avaient laissée derrière eux était la maison, et elle n'était pas exactement accueillante. Selon lui, chaque personne qui avait essayé d'y dormir après ça avait soit fui en panique, soit commencé à dire des conneries. On entendait des trucs comme « il n'est plus seul »,« maintenant » ou « il y a quelque chose dans les murs ». Un gars aurait apparemment marché 24 km pieds nus, complètement silencieux, puis n'aurait plus jamais parlé. Mason était obsédé par ce genre de truc. Il passait des heures sur de vieux forums ou à fouiller dans les archives de la bibliothèque locale à la recherche d'enregistrements de hantises, de disparitions, de symboles gravés dans les arbres. Il ne cherchait pas juste à faire peur aux gens. Il y croyait vraiment. Il disait que certains endroits ne voulaient pas qu'on s'en souvienne, qu'ils résistaient s'ils s'en approchaient trop. Je n'y croyais pas vraiment, mais j'aimais bien Mason, et il avait ce don pour entraîner les gens dans son sillage. Alors, quand il dit qu'on devrait y aller la nuit d'Halloween pour voir si l'énergie changeait après la tombée de la nuit, je n'ai pas discuté. Je n'ai pas dit oui tout de suite, mais je n'ai pas dit non non plus. On partit vers 20h, habillés comme pour une soirée normale. Sweat, jean, bottes. On ne craignait pas de se salir. Mason avait apporté un sac à dos avec des snacks, une lampe torche bon marché et ce petit enregistreur portable qu'il aimait utiliser pour documenter ses « découvertes », comme il disait. Je n'avais pas grand-chose, juste mon téléphone et un couteau de poche que mon oncle m'avait offert l'année précédente. La marche dura environ 40 minutes. On s'était garé au bout d'une vieille piste de bûcheron parce que sa Honda aurait cassé un essieu en essayant d'aller plus loin. C'était presque la pleine lune, alors on avait à peine besoin de la lampe torche. Le chemin était rude, des racines partout, mais on connaissait la route. Quand on atteignit la crête et qu'on vit la silhouette de la maison Bramble, quelque chose se serra dans ma poitrine. Pas de la peur, exactement, juste cette étrange sensation que j'allais faire quelque chose que je ne pourrais pas défaire. Comme si je franchissais une ligne. La maison tenait à peine debout. Le toit à l'arrière s'était complètement effondré, et le porche penchait si fort vers la droite qu'il semblait qu'un coup de vent aurait pu l'arracher. Une fenêtre à l'avant était brisée, le verre pendant vers l'intérieur en éclats courbés. Le cadre autour était aussi bombé vers l'intérieur, comme si toute la maison avait soupiré trop fort et n'avait jamais repris sa forme. Mason n'hésita même pas. Il monta les marches du porche et poussa la porte comme s'il avait tous les droits d'être là. Je restai quelques pas en arrière, le laissant entrer le premier. Je me dis que c'était juste au cas où il y aurait des squatteurs ou des animaux à l'intérieur, mais en réalité, je ne voulais pas franchir ce seuil en premier. La pièce principale était étrangement intacte. Du papier peint qui s'écaillait, un miroir poussiéreux penché dans le coin, quelques meubles poussés contre les murs comme si quelqu'un avait essayé de dégager le centre de la pièce. Il y avait un banc en bois sous la fenêtre et une chaise cassée près de la cheminée. C'était silencieux. Pas un silence mort, plutôt le genre de silence qui écoute. Mason sortit son enregistreur et commença à narrer, 31 octobre 2019. Localisation, Maison Bramble, au nord-est d'Elbridge. Entrée dans la pièce principale, intégrité structurelle correcte. Je roulais des yeux, mais je le laissais faire. Il était dans son élément. Après quelques minutes, il fit un geste vers la porte sur le côté gauche de la pièce. « Ça va, ici ?» demanda-t-il. Je hochai la tête. « Ouais, je reste là. » Il disparut par la porte, le faisceau de sa lampe torche vacillant sur les planches déformées. Je m'assis sur le banc près de la fenêtre. Il gémit sous mon poids mais un bond. Je me dis que j'allais scroller sur mon téléphone, peut-être prendre quelques photos, tuer le temps pendant que Mason faisait son truc. Mais la maison ne semblait pas inactive. Elle craquait, non pas à cause du vent ou du poids, mais comme si elle se déplaçait dans son sommeil. Comme si elle avait de vieux os qui se souvenaient encore de marcher. Je crus entendre Mason rire plus loin à l'intérieur, mais ça sonnait faux. Étiré, plus fin que ça n'aurait dû l'être. J'attendis peut-être 10 minutes avant d'appeler « Mason ?» Rien. Je criai à nouveau, plus fort cette fois. Toujours rien. Mason avait déjà fait ce genre de truc avant. Une fois, il avait surgi de derrière un fossé en portant un masque de loup déchiré, juste pour voir si je crierais. Je l'avais fait, alors je me dis qu'il se cachait à nouveau, attendant de me surprendre. Je me levai et passai par la porte qu'il avait empruntée, dans la pièce suivante. Il faisait plus froid là-dedans. Je ne l'avais même pas remarqué jusqu'à ce que je franchisse le seuil. Pas un courant d'air, juste une chute de température qui collait à la peau. Les murs étaient marqués. Des lignes, des cercles,
des boucles géométriques étranges. Certaines dessinées à la craie, d'autres estompées comme si on avait essayé de les effacer à moitié. Dans chaque coin, quelqu'un avait fait de petits tas de cailloux. Pas au hasard, empilés, arrangés, comme si quelqu'un avait fait quelque chose de rituel et s'était arrêté en plein milieu. Toujours aucun signe de maçonne. Je continuais. Finalement, j'arrivais à ce qui avait été un escalier. La plupart des marches manquaient ou étaient pourries. Je me penchai autour de la rampe et appelai à nouveau « Maçonne, arrête !» C'est pas drôle. C'est alors que je l'entendis. Pas des pas, quelque chose de plus lent. C'était le son de quelque chose de mou qu'on traînait sur du bois, comme une couverture ou une main. Puis quelque chose se produisit que je ne sais toujours pas comment expliquer. Je n'entendis pas un chuchotement, exactement. Je le sentis dans ma poitrine, comme si quelque chose en moi reconnaissait un son que je n'avais pas encore vraiment entendu. Je fis un pas en arrière, faillis trébucher sur un de ces tas de cailloux. Ma peau me picota, comme si j'avais touché un fil électrique. Je sortis mon téléphone. 1% de batterie. Je ne m'étais même pas rendu compte qu'il était en train de mourir. J'essayais d'envoyer un message à Maçonne. L'écran gela. Jamais envoyé. Puis je le vis. Quelque chose ou quelqu'un se tenait juste à l'intérieur de la porte suivante. Pas Maçonne. Cette chose était plus grande, trop mince. Sa posture était toute fausse. Son corps penchait comme si la colonne vertébrale ne savait pas comment se tenir droite. Elle ne portait rien. Sa peau semblait à la fois sèche et brillante, comme de la cire tendue sur du vieux bois. Je dis « Maçonne » sans réfléchir. Mon cerveau n'avait pas encore suivi. La chose tressaillit la tête vers moi. Rapide, sec, comme si elle avait entendu quelque chose que seule elle reconnaissait. Puis elle commença à bouger. Pas en courant, pas en bondissant, juste en marchant, lentement et avec précaution, comme si elle me laissait décider à quelle vitesse ça allait se passer. Je courus. Je n'y pensais même pas. Je me retournai et sprintai vers la pièce principale, le cœur battant contre mes côtes, les pieds glissant sur le plancher déformé. Je ne regardai derrière moi qu'une fois, près de la porte, et il n'y avait rien. Mais la pièce principale avait changé. Il y avait eu un banc sous la fenêtre. Maintenant, il y en avait deux. La chaise près de la cheminée avait disparu, et l'un des bancs avait une nouvelle écharde le long du siège, comme si quelqu'un venait de se lever. L'air sentait la pierre humide, froid et lourd. Je trébuchai dehors et hurlai le nom de Maçonne dans les arbres. Ma voix résonna une fois, puis à nouveau, puis s'arrêta. Je commençai à marcher à reculons sur le sentier, lui envoyant à nouveau un message avec des doigts tremblants, essayant de ne pas trébucher. Toujours pas de réponse. Je me dis qu'il me faisait marcher, qu'il allait surgir en riant d'une seconde à l'autre, qu'il réapparaîtrait en ville avec des photos granulées et une histoire sur la façon dont j'avais lâchement abandonné trop tôt. Mais Maçonne ne revint pas cette nuit-là, ni la suivante. Sa mère pensait qu'il était chez son père. Son père pensait qu'il était avec sa mère. 4 jours passèrent avant que quelqu'un ne réalise qu'il avait disparu. Ils trouvèrent sa voiture toujours garée sous les arbres. Les adjoints du shérif organisèrent des recherches sur la colline. Ils revinrent silencieux. Personne ne me dit exactement ce qu'ils avaient vu, mais j'entendis l'un d'eux dire, très bas, ça n'a pas l'air récent. Le corps de Maçonne ne fut jamais retrouvé. Le dernier Halloween, j'ai entendu dire que quelqu'un avait tagué un avertissement sur la route qui montait à la crête, en grosses lettres rouges, ne le réveillez plus. Maintenant, je les crois. Histoire 4, la maison sans nom. C'était la nuit d'Halloween, et on avait décidé de faire quelque chose de différent cette année-là. Moi, Logan et Drew. 3 lycéens accrochés à cette étrange période avant la remise des diplômes où tout semble à la fois sans fin et sur le point de disparaître. On n'était pas vraiment branchés Halloween au sens traditionnel. On n'était plus du genre à chercher des endroits bizarres à explorer, des gares abandonnées, des motels fermés, des bâtiments oubliés enfouis au fond des bois. Cette nuit-là, on voulait quelque chose de mieux que d'habitude. On voulait une vraie peur, quelque chose qui ne semble ni mis en scène ni stupide. Logan avait exactement ce qu'il fallait. Il nous parla d'une maison dans les collines, totalement isolée. Il dit que l'ex-petit ami de la cousine de son cousin y était allé quelques années plus tôt avec un gars qui travaillait à l'entretien des sentiers. La maison n'apparaissait sur aucune carte, pas même les anciennes topographiques. Apparemment, elle était abandonnée depuis le milieu des années 80,
quand la famille qui y vivait avait fait ses valises du jour au lendemain après que leur plus jeune enfant se soit noyé dans un puits derrière la maison. Ils avaient tout laissé, meubles, vêtements, même de la nourriture dans le frigo, ou du moins c'est ce que disait la rumeur. Ça nous suffisait. On partit vers 21h30, on roula peut-être 40 minutes au-delà de Silver Creek. La route se rétrécit jusqu'à devenir du gravier, puis quelque chose à peine assez large pour un camion. Logan se gara au bout du sentier, à côté d'un marqueur délavé qui ressemblait plus à une branche d'arbre cassée qu'à un panneau. Le reste, on dut le faire à pied. Le sentier avait presque disparu, surtout des mauvaises herbes et de la terre, avec des buissons épineux qui griffaient nos jeans. C'était une montée raide. Après environ 15 minutes d'escalade, les arbres commencèrent à s'éclaircir, et on la vit. La maison n'était pas immense, mais elle avait l'air fausse, comme si le sol avait bougé sous elle et que le bâtiment s'était affaissé d'un côté. Le bois était gris et sec. Les bardeaux s'étaient à moitié décollés du toit. Le porche s'affaissait au milieu, et l'un des piliers s'était complètement fendu, comme si quelqu'un l'avait frappé en sortant. Il n'y avait même pas de vraie porte d'entrée, juste une ouverture avec du bois ébréché là où la poignée aurait dû être. Logan donna un coup de pied, et elle s'ouvrit comme si elle nous attendait. À l'intérieur, l'air frappa fort. Cette odeur épaisse de pourriture qu'on ne trouve que dans les endroits que le monde a oubliés. Il faisait plus froid aussi, pas glacial, juste assez pour sembler décalé par rapport à la nuit dehors. Les meubles étaient tous encore là, couverts de poussière et de vieux draps floraux devenus gris. Ça ressemblait à un endroit où quelqu'un avait essayé de tout préserver, puis avait abandonné en cours de route. L'escalier menant au deuxième étage était sur la gauche, tournant vers le haut en une spirale serrée qui gémissait rien qu'à notre regard. On se dispersa au rez-de-chaussée, absorbant l'étrange immobilité. La cuisine était la première, des assiettes mal assorties dans l'évier, l'une d'elles fendue net en deux. Les placards grands ouverts, comme si quelqu'un était parti en hâte. On entra dans le salon, où une cheminée massive était remplie de briques cassées et de ce qui ressemblait à des cadres photos calcinés. À côté, il y avait une sorte de bureau, je pense, mur nu, un tapis déchiré, et juste au centre du sol, un vieux téléphone rotatif bleu pâle. Il n'était branché à rien, mais le fil était toujours enroulé serré, comme s'il venait d'être posé là. Drew remarqua la fenêtre. De l'extérieur, quelqu'un avait cloué une épaisse planche de contreplaqué dessus. Les clous avaient l'air neufs. Mais la vitre intérieure était brisée, des morceaux encore accrochés au cadre. Quelque chose avait forcé l'entrée. On monta à l'étage. Je pris la chambre au bout du couloir. Elle semblait plus petite que les autres, probablement une chambre d'enfant autrefois. Le papier peint avait des étoiles bleues délavées et des coins qui s'écaillaient, et il y avait un petit lit en fer poussé contre le mur. 2 étagères en bois étaient vides, à part une couche de poussière et quelques morceaux de quelque chose de sec et pointu qui aurait pu être des os d'oiseaux. Je m'accroupis près du placard pour prendre une photo avec mon téléphone. C'est alors que j'entendis Drew dire mon nom. Pas en criant, juste ferme, calme, mais trop calme. C'était la façon dont elle l'avait dit qui me fit hésiter. Je me levai et ouvris la porte. Personne. Je sortis dans le couloir et le plancher gémit derrière moi. Je me retournai vite. Rien. Puis je perçus une nouvelle odeur, faible mais âcre. La puanteur de vieux meubles moisis céda la place à quelque chose de métallique et de brûlé, comme de l'ozone mélangé à de la viande avariée. Ma gorge se serra. J'appelai Drew, puis Logan. Pas de réponse. Je marchai vers l'escalier, le cœur battant plus vite. La porte de Drew était fermée. Je frappai, attendis. Rien. Je touchai la poignée. Elle bougea légèrement sous ma main, comme si quelqu'un de l'autre côté faisait la même chose. Je reculai vite. Puis Logan appela d'en bas. Juste un mot, les gars. Il n'avait pas l'air effrayé, juste confus, comme s'il avait trouvé quelque chose qui ne collait pas. Je descendis en courant et le trouvai debout près de la porte d'entrée, qui était fermée. Il me regarda et dit, je ne l'ai pas touché. Je lui demandai si Drew était redescendu. Il répondit, non. On remonta tous les deux. Sa chambre était vide. Aucun signe d'elle, mais sa lampe torche était par terre, le faisceau dirigé vers le coin. C'est là qu'on le vit, une planche de parquet qui ne correspondait pas aux autres. Plus propre, plus récente. Logan s'agenouilla et commença à travailler dessus avec son couteau. Elle se détacha facilement. En dessous, il y avait un trou peu profond. À l'intérieur,
une robe de petite fille pourrie, raide et brune avec l'âge, une paire de lunettes cassées, et quelque chose enveloppé dans du plastique trouble. Je ne pus me forcer à le regarder longtemps. C'est alors qu'on l'entendit. Des pas au-dessus de nous. Le grenier. Il n'y avait pas de trappe évidente, juste une couture dans le plafond avec un fin anneau métallique. Logan n'hésita même pas. Il tendit la main, le tira vers le bas, et l'échelle grinça en s'ouvrant. Il me regarda et dit, « J'y vais. Attends ici. » Je lui dis de ne pas y aller. Il dit qu'il serait rapide. Il grimpa et disparut dans le noir. Je restai là avec la lampe torche de Drew à la main, la pointant inutilement dans le couloir vide. Le silence semblait lourd, comme si la maison elle-même écoutait. Puis Logan hurla. Ce n'était pas un cri de douleur. C'était faux. Comme s'il avait vu quelque chose qu'il ne pouvait pas décrire. Un son qui s'interrompit trop vite. Je montai après lui. Il n'y avait rien. Juste des poutres, des chevrons et de la poussière. Pas de Logan. Je me retournai quand l'échelle grinça derrière moi. Personne. Je redescendis et me sauvai. Je ne réfléchis pas, ne hurlai pas, n'attendis pas, je courus droit vers la porte, descendis le sentier en écrasant les buissons. Mes jambes continuèrent à bouger même après que j'ai perdu toute sensation. Quand j'atteignis le camion, Drew était à l'intérieur. Elle était recroquevillée sur le siège passager, le visage pâle, les yeux écarquillés. Elle dit qu'elle n'était jamais entrée, qu'elle nous avait appelés, qu'on ne lui avait pas répondu. Je ne la crus pas jusqu'à ce qu'elle me montre les photos. Il n'y en avait que 2 de nous entrant dans la maison, moi et Logan. Pas Drew. Elle dit qu'elle avait vu, 10 minutes après qu'on soit entré, un mouvement à la fenêtre de l'étage. Quelque chose qui bougeait juste derrière la vitre. Elle n'était pas entrée après ça. Logan n'en était jamais ressorti. On appela les flics. Je leur racontais tout, leur montrais les photos, leur décrivis le grenier, le truc enveloppé dans du plastique, la planche de parquet. Ils fouillèrent la maison pendant 2 jours. Ils trouvèrent le paquet. Dire que c'était un babyphone, avec les piles encore à l'intérieur, mortes depuis des décennies. Mais pas de grenier. Ils me montrèrent les plans, juste des poutres et un toit au-dessus du 2e étage. Pas d'espace de crawl, pas de trappe. Je sais ce dans quoi je suis monté. Après ça, je ne pus plus dormir dans une pièce silencieuse. Histoire 5, la maison du puits. Ça faisait des années que je n'étais pas allé faire du porte-à-porte, mais ce Halloween-là, Brie avait réussi à me convaincre. Elle disait qu'on le ferait de manière ironique, juste nous 2 avec des thés d'oreiller, en faisant le tour du quartier chic pour des barres de chocolat grandeur nature. Pas de costume, juste des couches de vêtements et des suites. On se disait que si quelqu'un nous faisait des remarques, on rirait et on accuserait la nostalgie. Ellis nous accompagna. Il n'était en ville que depuis quelques semaines, logeant chez son oncle sur Park Sandland. Le gars travaillait de nuit à la centrale électrique et le laissait plus ou moins faire ce qu'il voulait, ce qui expliquait qu'on se retrouvait à traîner après la tombée de la nuit, passant devant des porches éclairés en orange et des toiles d'araignées factices alourdies par la rosée. On n'avait pas de plan précis, à part marcher jusqu'à ce qu'on n'ait plus de maison à visiter, ce qui arriva plus tôt que prévu. Vers 22h, les lumières des porches commencèrent à s'éteindre et les trottoirs se vidèrent. Quelques pâtés de maison après la station-service, il n'y avait plus que nous, une brise froide et le bruit des feuilles traînées par le vent. On était sur le point de faire demi-tour quand Ellis repéra un sentier. Ce n'était même pas vraiment un sentier, juste une brèche dans les buissons entre 2 propriétés, menant à un bosquet qui séparait le quartier des collines au-delà. Je ne l'aurais pas remarqué s'il ne l'avait pas montré. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, déjà en s'avançant vers l'ouverture. Brie roula des yeux. Sérieux. Mais il était déjà à moitié engagé. Je ne sais pas pourquoi on le suivit. L'ennui, surtout. Un peu de curiosité. Ça ne semblait pas dangereux. Juste un de ces détours qu'on prend parce qu'on a 17 ans et qu'Halloween donne l'impression que tout est un peu plus vivant. Le chemin était étroit et inégal. On marchait en file indienne, lampes torchées allumées. Je me disais qu'il se terminerait contre une clôture ou un fossé de drainage, mais non. Il continuait à monter, serpentant entre des arbres qui semblaient plus vieux que tout ce qu'il y avait en ville. Plus on avançait, plus c'était silencieux. Pas de vent, pas de criquets, juste le craquement de nos pas sur les feuilles mortes. Puis on la vit. Les arbres s'ouvrirent soudain,
comme si on avait traversé un rideau. Et là, au milieu de la clairière, se dressait une vieille maison de guingois, haute de 2 étages, carbonisée et penchée. La moitié du porche s'était effondrée, et ce qui restait penchait vers l'avant comme pour nous saluer. Les fenêtres étaient brisées, et les murs semblaient calcinés, comme si tout l'ensemble avait pris feu sans jamais finir de brûler. Personne ne dit rien pendant une seconde. Puis Élise chuchota, « Je pense que c'est ça. » « Ça ?» demanda Brie. « L'endroit dont mon oncle m'a parlé. » Il dit, « Il y a une maison là-haut dans les bois, brûlée il y a des décennies. Elle appartenait à un contremaître de chemin de fer ou un truc comme ça. Les gens disent qu'elle est maudite. » « Parfait, » marmonna Brie. « Super finale pour Halloween. » Élise n'hésita pas. Il monta sur le porche, testant chaque planche comme s'il l'avait déjà fait. Brie et moi échangeâmes un regard, puis le suivîmes. Le plancher gémit, mais tint bon. À l'intérieur, il faisait plus sombre que je ne l'avais imaginé. Nos lampes torchées atteignaient à peine les murs. Ça ressemblait à une respiration avalée. Silencieux, lourd, immobile. L'air avait cette âpreté moisie, comme du vieux bois dans autre chose que je ne pouvais pas identifier. Pas de la pourriture, pas de la fumée, juste déglingué. La pièce principale était dépouillée. Pas de meubles, juste des débris et des planches tordues. La cheminée était obstruée de cendres grises. Un coin avait encore des lambeaux de papier peint qui s'écartaient du bois comme une peau qui pèle. On avança prudemment, évitant les trous et les points mous. « Allons voir à l'étage, » dit Élise. « Pourquoi ?» demanda Brie. « Parce qu'on est là. » C'était la raison la plus bête, mais d'une certaine manière, ça avait du sens. Il trouva l'escalier à l'arrière, derrière une arche de travers. Il semblait trop étroit, trop fragile, mais il tint bon. À l'étage, il y avait 3 pièces. La première était vide. La deuxième avait ce qui ressemblait à un morceau de commode, moisi et effondré. La troisième, au fond du couloir, était différente. La porte était presque fermée. Élise la poussa. Au milieu de la pièce se trouvait une unique chaise en bois. Rien d'autre, à part un sweat à capuche. Noir, parfaitement plié sur le siège. Pas poussiéreux, pas humide, juste propre. Brie s'arrêta net sur le seuil. Non mais... Je croyais que cet endroit était abandonné, dis-je, sans même essayer de cacher l'agacement dans ma voix. Élise ne répondit pas tout de suite. Il l'est. C'est alors que l'air changea. Il ne fit pas plus froid. Il devint plus immobile, comme si la pièce retenait son souffle. Puis vint le bruit en dessous de nous. Un unique grattement traîné. La tête de Brie se tourna brusquement vers le couloir. Ça, c'était pas dehors. Personne ne bougea. Puis l'escalier grinça. Une marche, puis une autre. Lent, délibéré. J'éteignis ma lampe torche. Les autres firent de même. On se glissa dans la deuxième pièce et on se blottit derrière la commode cassée. Ma poitrine était serrée. Chaque respiration semblait trop bruyante. Puis vint le sifflement. Une longue note brisée. Pas de mélodie, pas de rythme, juste de l'air poussé à travers les dents. Élise tendit la main vers son couteau de poche et le fit tomber. Il heurta le sol avec un clinque sourd. Le sifflement s'arrêta. Pendant une seconde, tout fut silencieux. Puis ça recommença. Plus proche maintenant, grattant, sifflant, marchant. Quelque chose passa devant l'embrasure de la porte. Juste un aperçu de son dos. Grand, mince, portant un long manteau marron qui traînait derrière lui, une épaule plus haute que l'autre, son cou enveloppé dans quelque chose d'épais et pâle, une corde peut-être, ou de la gaze. Il ne nous regarda pas. Il entra dans la pièce avec la chaise, la porte grinça derrière lui. Élise se leva. Brie lui siffla de s'arrêter, mais il avança vers la porte et la poussa. Puis il se figea. On regarda. L'homme avait disparu. Le sweat aussi. À sa place, posé bien droit sur la chaise, se trouvait le couteau de poche d'Élise. On ne parla pas. On courut en bas des escaliers, traversa le couloir, et on se retrouva dans les bois. On ne s'arrêta pas avant d'atteindre le trottoir près de la station-service. Mes poumons brûlaient. Mes jambes semblaient engelées. Personne ne dit rien. De retour chez Brie, on fit promettre à Élise de ne rien dire à personne. Pas parce qu'on craignait qu'on ne nous croie pas, mais parce qu'on n'était pas sûr de nous croire nous-mêmes.
La nuit suivante, je lui demandai s'il avait récupéré son couteau. Il dit non. Mais quand je vidai mon sac de bonbons sur le sol de ma chambre, il était là, posé bien en évidence sur les sucreries. Je le jetai dans la poubelle derrière le magasin de bricolage le lendemain matin. Histoire 6, la maison de la crête. J'avais 22 ans quand on roula jusqu'à la propriété de l'oncle de Brennan, dans les montagnes près de Clayton, en Géorgie. C'était la nuit d'Halloween. Tard, plus tard que prévu. La seule raison pour laquelle j'avais dit oui à tout ça, c'était parce que Brennan ne cessait de parler de la maison de la crête. Il disait que c'était une légende locale, et que tout le monde qui avait grandi là-bas y était allé au moins une fois. Supposément abandonnée depuis la fin des années 60. Tout le monde avait sa version de l'histoire, et personne n'était vraiment d'accord sur la raison pour laquelle elle avait été laissée à l'abandon. Mais c'était un de ces endroits de passage. Ce genre de truc. Il y avait 4 d'entre nous, moi, Brennan, sa cousine Lassie, et son petit ami Marcus. J'avais rencontré Marcus peut-être 2 fois avant cette nuit-là. C'était un de ces gars qui disent des trucs bizarres sur un ton monocorde et te fixent ensuite pour voir si tu vas rire. La plupart du temps, tu ne sais pas s'il est sérieux ou juste ennuyé. Lassie était sympa. Elle et Brennan avaient passé chaque été dans le chalet de leur oncle, qui se trouvait à environ 800 mètres de l'endroit où on s'était garé. La maison de la crête n'apparaissait sur aucune carte. On y arriva en marchant à travers une épaisse étendue de pins qui s'ouvrait soudain sur une petite clairière silencieuse. Et je veux dire silencieuse. Pas de vent, pas de bourdonnement, rien. L'air semblait trop immobile. Marcus fit une remarque sur l'altitude et sur le fait que les insectes n'aimaient pas être aussi haut dans les montagnes. Brennan hocha la tête comme si ça expliquait tout. Je ne dis rien. Je me sentais déjà déglingué, comme si mon corps savait quelque chose que mon cerveau n'avait pas encore compris. La maison avait l'air pire que ce que j'avais imaginé. Un coin s'était complètement effondré, et le porche s'affaissait comme s'il tenait à peine. Mais la porte était toujours là, toujours ouverte, presque comme si elle nous attendait. Je me souviens que les feuilles ne craquaient pas sous nos pieds quand on monta sur le porche. Elles auraient dû. Elles se contentaient de se déplacer à l'intérieur. C'était tout aussi mort. Pas d'odeur, ce qui était étrange. Tu t'attends à ce qu'un endroit comme ça sente le vieux bois, la pourriture, peut-être des animaux morts. Mais l'air était sec et bizarrement froid, comme un sous-sol qui n'avait pas été ouvert depuis des années. Il ne restait aucun meuble. Pas de verre aux fenêtres, juste des lambeaux de papier peint qui pendaient le long des murs en longue bande. On pouvait voir où les choses avaient été, l'ombre d'une commode sur le mur, ou l'endroit où une applique était tombée et avait laissé une tache de rouille. Lassie pointa un porte-manteau près du bas de l'escalier. Il était toujours vissé au mur, en forme d'animal. Pas tout à fait un cerf, pas tout à fait un loup. Quelque chose entre les deux. Elle dit que son oncle lui avait raconté qu'une famille avait vécu ici jusqu'à ce que leur fille disparaisse. Personne n'avait jamais dit ce qui lui était arrivé, juste que la famille avait fait ses valises pendant la nuit et n'était jamais revenue, laissant tout derrière elle. C'est alors qu'on se sépara. Brennan voulait vérifier la cuisine à l'arrière. Lassie et Marcus restèrent près des escaliers, chuchotant toujours. Je déambulais dans un étroit couloir sur la gauche qui semblait mener à un bureau ou peut-être une pièce de stockage. Le plancher craquait un peu, mais pas autant que tu t'y attendrais pour une maison aussi vieille. Je franchis le seuil et mon téléphone se mit immédiatement à bugger. Plein réseau, mais rien ne fonctionnait. Les messages gelaient. L'appareil photo ne s'ouvrait pas. J'essayais de le redémarrer et il resta bloqué sur l'écran de chargement. Il y avait une faible rectangle sur le mur, comme l'endroit où un tableau avait autrefois été accroché. Plus je le fixais, plus ma poitrine se serrait. Ce n'était pas de la panique. Ça ressemblait à la gravité qui penchait vers l'avant, comme si quelque chose me tirait vers cet espace vide. Je clignai des yeux et, pendant une demi-seconde, je la vis. Elle était juste là. Pas un flou, pas une ombre, juste une femme debout, dos tourné vers moi. Robe marron, cheveux noirs courts, puis elle disparut. Quand je me retournai, je remarquai quelque chose que je n'avais pas vu avant. Une petite porte carrée encastrée dans le sol, peut-être 90 cm de large. Le bois semblait sec, comme s'il se briserait si on marchait dessus, mais il tenait bon. Il y avait une marque à la craie dessinée dessus, une sorte de cercle avec des lignes qui le traversaient. Pas au hasard, intentionnel. J'appelai Brennan, mais ma voix semblait avalée.
Pas de réponse. Cette sensation dense et pressurisée revint. Mes oreilles se bouchèrent comme si on grimpait en altitude rapidement, et ça me donna la nausée. Je me penchai, juste un pied sur la trappe, et quelque chose en moi se réveilla en sursaut, comme si tout mon corps disait « Non, pas là-bas ». Puis j'entendis la voix de Brennan de l'autre côté de la maison. Elle semblait lointaine, étouffée, comme s'il criait à travers un mur. Je sortis rapidement de la pièce. Dès que je retournai dans le couloir, la pression se dissipa. Je pus respirer à nouveau. Je trouvai Brennan debout au pied des escaliers, regardant vers le haut. Lassie et Marcus avaient disparu. Je m'approchai de lui et dis son nom 2 fois avant qu'il ne tourne enfin la tête. Ses yeux semblaient vides, comme s'il n'était pas tout à fait là. « Ils sont montés, dit-il, à peine au-dessus d'un murmure. Mais ils ne sont pas là-haut. » Je ne demandai pas ce qu'il voulait dire. On commença à monter les escaliers. Tout l'étage était un long couloir avec 3 portes ouvertes sur la droite. Première porte, rien que de la poussière. Deuxième porte, des lambeaux de papier peint flottant comme si quelque chose venait de bouger. La troisième porte était différente. Il y avait des empreintes de pas, des dizaines. Toutes petites, toutes de pieds nus. Elles commençaient au mur du fond, menaient à la fenêtre, puis revenaient en arrière encore et encore. Aucune empreinte ne menait vers la sortie. C'est alors que j'entendis la voix de Lassie. Elle ne criait pas, elle parlait juste, calme, tranquille, comme si elle racontait une histoire à quelqu'un. Je regardais autour de moi, mais ça ne venait d'aucune des pièces. C'était en dessous de nous, sous le plancher. Je pouvais sentir la chaleur à travers mes chaussures. Brennan dit, ils sont dans le vide sanitaire. Je n'attendis pas. J'étais déjà en mouvement. Dans le bureau, le symbole à la craie était maintenant étalé. Je ne me souviens pas l'avoir touché. Je ne me souviens pas avoir pris de décision. J'ouvris juste la porte et descendis. L'espace en dessous n'était pas un vide sanitaire. C'était une chambre de 3 mètres de large, peut-être 2,5 mètres de haut, avec des murs en vieilles briques et un sol en terre. Une unique ampoule pendait d'un fil, toujours allumée. Le reste de la maison n'avait pas d'électricité. Lassie se tenait dans le coin éloigné, face au mur. Marcus était à côté d'elle, les yeux fermés, parfaitement immobile. Je fis un pas en avant, mais le sol semblait bizarre, comme s'il était incliné, même s'il avait l'air plat. Mes jambes semblaient lourdes, comme si je les traînais dans la boue. Aucun d'eux ne bougea jusqu'à ce que je touche le bras de Marcus. Il s'effondra instantanément, comme s'il avait été éteint. Lassie se retourna et me fixa, les yeux écarquillés. « Tu n'es pas censé être ici » chuchota-t-elle. Je lui attrapai le bras et essayai de la tirer vers l'échelle, mais elle ne bougea pas. Elle continuait à regarder par-dessus mon épaule, comme si quelqu'un se tenait derrière moi. Je ne me retournai pas. Puis Brennan tomba derrière nous. Il ne dit pas un mot, il passa juste devant, s'agenouilla près du mur du fond et commença à creuser avec ses mains nues. Ses doigts se déchirèrent, saignant dans la terre. Il ne s'arrêta pas, même quand je hurlai son nom. Lassie hurla. Ça brisa le sort. Elle s'arracha et grimpa l'échelle en hâte. Je n'hésitai pas. Je jetai Marcus sur mon épaule et la suivis. Brennan ne bougea jamais. On courut jusqu'à ce qu'on atteigne la route de gravier. Personne ne regarda en arrière. Lassie se pencha et vomit. Marcus revint lentement à lui, marmonnant quelque chose à propos de la femme sous la maison. Brennan ne sortit jamais. On appela le bureau du shérif depuis une station-service près de l'autoroute principale. On leur dit où on était. On omit beaucoup de détails. Ils y allèrent avec une équipe de recherche. Ils dirent que le vide sanitaire s'était effondré. Pas de chambre, pas d'échelle, pas de signe de Brennan. Ils appelèrent ça un gouffre. Pas sûr de creuser. Ses parents organisèrent la cérémonie 2 semaines plus tard. Cercueil ouvert. Même s'il n'y avait rien à enterrer, ils nous laissèrent parler. Aucun de nous ne parla de ce qui s'était vraiment passé. Lassie déménagea en Oregon cette année. Marcus changea de numéro. Moi, j'ai arrêté de sortir pour Halloween. Histoire 7, l'épouvantail. Halloween a toujours été différent pour moi. Pas à cause des costumes, des fêtes ou des bonbons. Ces trucs ne m'ont jamais vraiment marqué. C'était plus une question de rituel. Le calme.
La façon dont l'air semblait retenir son souffle et les bois prenaient cette étrange vieille sensation, comme si quelque chose attendait. Quand j'étais gamin, grandissant dans les Appalaches du Sud, mon père allumait des lanternes sur le porche chaque octobre et nous racontait des histoires. Pas des histoires pour s'endormir. Celles qui te faisaient garder les pieds sous la couverture et les yeux sur les fenêtres. Il les appelait les esprits des crêtes. Il disait qu'ils descendaient des grands arbres une fois par an, juste en octobre, pour vérifier si les gens se souvenaient encore d'eux. Il n'aimait pas être ignoré. Il disait ça à voix basse. Il ne souriait jamais en racontant celle-là. Après sa mort, j'ai repris les lanternes. Une pour lui, une pour la crête. C'était le marché. Mais le dernier octobre, j'ai décidé que j'allais faire plus. Peut-être que je le regrettais plus que d'habitude. Ou peut-être que je voulais juste que la maison ait l'air d'être habitée à nouveau. Ça avait été trop silencieux, trop longtemps, alors j'ai décoré. Rien de fancy, juste le genre de truc qu'on avait sous la main. J'ai sculpté quelques citrouilles, accroché les vieilles lanternes le long de la poutre du porche, puis je suis allé dans l'abri et j'ai trouvé une des chemises en flanelle de mon père, bleue et grise, douce avec l'âge. Je l'ai utilisée pour faire un épouvantail, je l'ai bourré de foin d'une vieille balle qui traînait derrière la grange depuis Dieu sait combien de temps, j'ai fait une tête avec un sac de toile de jute, j'y ai cousu un bouton pour un œil, un morceau de tissu pour l'autre. Ça ressemblait à quelque chose que tu trouverais affalé dans un champ oublié, et j'aimais bien ça. Il y avait quelque chose à avoir cette chose là-bas, près du bord de la boucle de gravier, qui faisait que la maison semblait un peu moins vide. Je l'ai solidement attachée à un poteau en bois, face à la route, juste là où l'allée descend vers la lisière des arbres. Je reculai pour l'admirer et remarquai que la tête était un peu penchée sur la gauche. Pas beaucoup, juste assez pour qu'on ait l'impression qu'il regardait les bois au lieu de la route. Ça ne me plut pas. Alors je retournai, la redressai, serrai la corde autour du cou et des épaules, me dis de ne pas être bizarre à ce sujet, mais je jetai quand même un coup d'œil 2 fois avant de rentrer. Le lendemain matin, je regardai par la fenêtre et, bien sûr, la tête était à nouveau penchée. Dans la même direction, le même petit angle, toujours fixant les arbres. Je me dis que c'était peut-être juste la façon dont je l'avais attachée. La corde n'avait pas bougé et il n'y avait pas eu de vent cette nuit-là. Mais je n'aimais pas la façon dont le sac avait l'air à la lumière du jour. Il était devenu plus sombre. Pas comme de la saleté, plutôt comme un tissu humide qui avait absorbé quelque chose. Mais il n'avait pas plu, et le ciel avait été dégagé. Pourtant, je l'ignorais. Je me dis que j'avais du travail à faire. Ce soir-là, je fis un peu plus. J'allumai les 2 lanternes juste avant la nuit, sculptai 3 citrouilles de plus, ce qui me prit des heures, et les alignai le long de la rambarde du porche. Leur visage était différent. Je ne sais pas pourquoi c'était important, mais je ne voulais pas qu'elles soient toutes souriantes. L'une faisait la moue. Une autre n'avait pas de bouche du tout. Je finis juste au moment où la lumière commença à s'estomper et où les bois prirent ce son vide. Pas silencieux, juste vide. Le genre qui donne l'impression que tes oreilles essaient de capter quelque chose. Je regardais au-delà de l'allée. L'épouvantail était toujours là. Toujours affalé sur le poteau, la tête penchée. Ça aurait dû me rassurer. Ça ne le fit pas exactement, mais je me dis que si. Je me couchais tôt. Je ne restais pas endormi longtemps. Vers 2 heures du matin, je me redressai brusquement dans mon lit. J'avais cru entendre un coup. Pas fort, juste un seul, doux et rapide, comme si quelqu'un testait le bois. Je me levai et regardai par la fenêtre avant. Je ne vis rien. La cour était immobile. Puis je remarquai qu'une des citrouilles avait disparu. Juste partie. Celle du milieu. Je pris une lampe torche et sortis sur le porche. Le froid me frappa immédiatement, plus lourd qu'avant, humide d'une manière qui collait à tes vêtements. Je balayai la cour du regard et vis la citrouille manquante posée bien droite près du poteau de l'épouvantail, juste là, dans la terre, face au bois. Je m'approchai et la ramassai. Elle était chaude, pas comme si elle avait été au soleil, mais comme si quelqu'un l'avait tenue. Je ne voulais pas trop y réfléchir. Je la rapportai sur le porche, la remis à sa place et essayai de me dire que c'était juste un animal. Avant de rentrer, je jetai un dernier coup d'œil à l'épouvantail, et c'est alors que je vis que la tête n'était plus penchée. Elle était baissée, regardant droit vers le bas, là où la citrouille avait été, et la chemise en flanelle. Elle semblait pleine, gonflée, comme si le foin à l'intérieur avait été tassé plus serré, poussant contre les coutures.
Je ne me souvenais pas qu'elle avait l'air aussi lourde avant. Je ne dormis pas beaucoup après ça. Les jours suivants, j'évitais l'épouvantail. Je ne m'en approchais pas. Je ne le regardais pas directement quand je passais devant la fenêtre. 2 jours plus tard, je conduisis en ville pour chercher de la nourriture et des fournitures. Je ne me pressais pas. Je n'y pensais même pas jusqu'à ce que je revienne et que je remarque que le poteau était vide. L'épouvantail avait disparu. La corde pendait toujours, effilochée à l'extrémité, coupée net, comme avec un couteau. Je me figeai. Je fis un tour lent de la cour. Je vérifiai le fossé, l'abri, même sous le porche. Rien. Puis j'entendis un bruit de traînée derrière la grange. Pas fort, juste lent et rugueux, comme si quelque chose de lourd était traîné sur du bois. Je contournai et ouvris grand la porte de la grange. Et le voilà, debout, pas penché, pas affalé, juste debout contre le mur du fond, comme s'il y était allé en marchant. Le sac avait glissé sur le côté. La bouche qu'il avait eue était déchirée plus large, irrégulière, comme si quelqu'un l'avait ouverte à la main. De la nouvelle ficelle au poignet. Du foin frais, plus sombre maintenant, bourré si serré dans les manches qu'il gonflait. Je n'hésitais pas. Je le tirai vers le bas, le traînai jusqu'au trou de brûlage et l'allumai. Je restai là à regarder les flammes lécher d'abord les jambes, puis la poitrine, puis la tête. Au début, ça sentait l'herbe et les vieux vêtements. Puis ça changea, devint épais, huileux, doux et écœurant, comme quelque chose qui avait trempé trop longtemps dans quelque chose de mort. Quand ce fut fini, je grattai les cendres dans la terre et les recouvris. Je ne dis rien, ne priai pas, je rentrai juste et verrouillai la porte. Mais cette nuit-là, juste après minuit, il y eut 3 coups sur la rambarde du porche. Tape. Pause. Tape. Tape. Pause. Tape. Puis le silence. Puis le bruit de traînée à nouveau. Ce grattement lent. Pas à travers la cour, cette fois. À travers le bois du porche. Je saisis la lampe torche, l'allumai et la braquai à travers la fenêtre avant. Les citrouilles étaient de retour. Toutes les 3. Mais leurs visages s'étaient retournés. Chacun faisait maintenant face à la maison. Leur sourire était déformé, les bouches recourbées, les bords luisants et sombres, comme si elles avaient brûlé de l'intérieur. J'ouvris la porte, juste un peu, et regardai en bas. Un paquet de foin était étendu sur le seuil. Il était humide et sentait d'abord comme le champ du fond. Puis, en dessous, une odeur âcre, de la fumée, de la toile de jute. Je claquai la porte et glissai le verrou. Je restai assis dans le fauteuil toute la nuit, la lumière allumée. Je n'entendis plus rien d'autre. Quand le soleil se leva, j'ouvris enfin la porte. Les citrouilles avaient disparu. La corde du poteau de l'épouvantail avait été soigneusement enroulée sur la rambarde du porche. 3 boucles, chacune solidement nouée. Chacune de la taille d'un nœud coulant. Je n'attendis rien d'autre. Je fis un sac et partis avant que le soleil n'atteigne la crête. Je ne fis même pas le ménage. Je verrouillai la porte et m'éloignai. Histoire 8, le masque. Chaque octobre, ma famille se mettait trop dans Halloween. Genre, vraiment. Toute notre ville le faisait, honnêtement. Marlow Ridge n'est pas grande, juste quelques centaines de personnes blotties dans un coude des contreforts des Appalaches. Mais on traite Halloween comme si c'était une saison à part entière. L'église organise une foire des récoltes. L'école a des concours de costumes, et la rue principale se transforme en un mélange étrange et charmant d'épouvantails, de stands de cidre, de lanternes faites main et de bien trop de balles de foin. C'est le genre de truc qui semble ancien, comme si ça se passait depuis toujours, même si, tu sais, quelqu'un a probablement commencé ça il y a 50 ans, juste pour donner aux gosses quelque chose à faire. Ma tante Elsie était l'une des principales organisatrices. Elle s'occupait du stand de décoration pour l'église, ce qui signifiait qu'elle passait la plupart du mois d'octobre jusqu'au coude dans des guirlandes emmêlées et des caisses de vieux accessoires. Cette année-là, elle me demanda de l'aider. Mon oncle était parti avec une équipe de route près de Green-Olay, et elle ne voulait pas prendre de retard sur la préparation. J'étais en dernière année de lycée et je n'avais pas grand-chose à faire, alors j'acceptais. En plus, j'aimais bien ça. C'était un travail tranquille, trier des trucs, réparer de vieilles pièces, remplir un espace qui aurait autrement été juste moi seul avec mes pensées dans une maison qui devenait trop sombre trop tôt. Elle gardait tout dans un vieux hangar au fond.
Il se trouvait peut-être à 30 mètres après les pommiers, juste à la lisière d'une pelouse en mauvais état et de terre en pente. Le hangar avait commencé à pencher d'un côté, comme si le sol avait bougé en dessous des années plus tôt et que personne n'avait pris la peine de le réparer. Il avait une fenêtre poussiéreuse qui laissait à peine entrer la lumière et sentait les planches de cèdre, l'air vicié et la peinture sèche. Certaines des boîtes là-dedans étaient plus vieilles que moi. Ce jour-là, j'y passais la plupart de l'après-midi. Juste moi, un tas de décorations et ce silence étrange qui remplit un endroit comme ça une fois que le monde commence à se refroidir pour l'hiver. Je trouvais les trucs habituels, des pierres tombales en mousse aux bords ébréchés, des rallonges oranges nouées en énigmes insolubles, des bacs de masques aux élastiques effilochés et à la peinture qui pelait. Certains étaient carrément bizarres, comme des visages peints à la main qui semblaient joyeux sous un angle et dérangeants sous un autre. Il y avait ce masque avec un sourire de travers qui me donnait la chair chaque fois que je le regardais. Plus je le fixais, plus il semblait faux, comme si celui qui l'avait fait ne comprenait pas tout à fait comment les visages étaient censés fonctionner. Vers 17 h, ma tante m'appela depuis le porche. Elle voulait savoir si j'avais trouvé le chapeau de l'épouvantail. Je ne l'avais pas, mais je criais que je continuerais à chercher. C'est alors que je remarquai quelque chose coincé au fond derrière une caisse de fausses citrouilles et de guirlandes cassées. C'était un masque, mais pas comme les autres. Celui-ci était en bois, rugueux, sculpté, pas moulé. On aurait dit qu'il avait été fait avec un canif ou quelque chose d'aussi émoussé. Tout en éclats et en lignes irrégulières. Les yeux étaient trop rapprochés, et la bouche s'étirait en un large sourire pointu qui ressemblait plus à une blessure qu'à un sourire. Il y avait des éraflures autour des bords, surtout près de la bouche, comme si quelqu'un avait essayé de poncer quelque chose ou d'effacer une sculpture. Il ne ressemblait pas aux autres, pas seulement en apparence, mais en présence. Le hangar était chaud de la chaleur du soleil de la journée, mais quand je pris le masque, le bois était froid. Je veux dire, froid bizarrement, comme si on sortait quelque chose du fond d'un ruisseau. Je le rapportai sur le porche, me disant que c'était probablement une vieille pièce d'art populaire qui s'était retrouvée par erreur avec les trucs d'Halloween. Le visage de ma tante changea dès qu'elle le vit. Elle s'arrêta net dans ce qu'elle faisait et le fixa. Elle dit qu'elle ne le reconnaissait pas, et qu'elle n'aimait pas son apparence. Elle dit qu'il sentait le moisi, comme s'il avait été enterré dans des feuilles humides. Je lui dis que c'était probablement juste vieux et peut-être assez intéressant pour servir de pièce maîtresse au stand. Elle me dit de le laisser dehors. Je ne veux pas de ça dans la maison. Je ris, mais je n'insistais pas. Je le posais sur la rambarde du porche. Je me dis qu'il pourrait s'aérer pendant la nuit et qu'on déciderait quoi en faire plus tard. Après le dîner, je retournai finir de charger les décorations dans des bacs. Le ciel avait pris cette couleur bleu-noir profond qui apparaît vite dans les collines une fois que le soleil se couche derrière les arbres. Il n'y avait pas de réverbère par là-bas, juste la lueur faible de la fenêtre de la cuisine et les étoiles qui commençaient à percer au-dessus. C'était silencieux, à part les criquets et le craquement occasionnel d'une brindille dans les bois derrière la propriété. Quand j'atteignis le hangar, je m'arrêtai. La porte était entr'ouverte, juste un peu. Je me souvenais de l'avoir fermée, peut-être pas verrouillée, mais définitivement tirée. À l'intérieur, tout semblait plus ou moins pareil, les boîtes empilées, les fils qui débordaient des bacs. Cet épouvantail grinçant affalait dans le coin, mais le masque avait disparu. Je me dis que peut-être ma tante avait changé d'avis et l'avait ramené à l'intérieur, bien que je ne l'ai pas vu quitter le porche. Je sortis et me tournai vers la maison, prêt à appeler, quand j'entendis mon nom. D'où, bas, juste derrière moi. C'était sa voix, ou du moins ça y ressemblait. Chaque partie correspondait. Le ton, la façon dont elle disait mon nom, même la petite pause qu'elle faisait toujours avant de parler quand elle s'apprêtait à donner des instructions. Je souris d'abord, pensant qu'elle me faisait marcher. Puis ça revint, cette fois plus aiguë, essoufflée, urgente. Ça ne ressemblait plus à de la taquinerie. Ça sonnait effrayé. Ou en colère. Je fis un pas vers les arbres avant de me reprendre. Quelque chose ne collait pas. C'est alors que j'entendis sa voix à nouveau, mais cette fois depuis le porche, volume normal, calme, m'appelant pour m'aider à accrocher les guirlandes. Même ton qu'elle utilisait toujours quand on essayait de battre la tombée de la nuit. Je me figeai. Deux voix, même femme, une venant des bois, une de la maison. Elles se chevauchèrent légèrement, pas en écho, mais en rythme. L'une était fausse. Je reculai lentement du hangar, les yeux passant de la lisière sombre des arbres à la lumière du porche. Puis la voix des bois appela à nouveau, plus longue maintenant, plus aiguë,
comme si elle exigeait. Celle du porche suivit une seconde plus tard. Je n'attendis pas. Je me retournai et courus. La cour semblait trop longue, comme si l'herbe s'étirait sous moi. Chaque pas s'enfonçait trop profondément. Et derrière moi, doux mais réel, j'entendis des pas. Pas exactement les miens, mais gardant le rythme. Cette voix me suivit aussi. Elle ne criait pas. Elle ne chuchotait pas. Juste calmement disant mon nom encore et encore, comme si elle savait déjà que je courais. Mais la seconde où j'atteignis le porche, quand la lumière m'inonda, ça s'arrêta. Pas de fondu, pas de bruissement ou de craquement de pas qui s'éloignent, juste disparu, coupé comme un enregistrement. Ma tante leva les yeux des guirlandes dans ses mains et fronça les sourcils, demanda ce qui m'avait pris. Je lui dis, ou du moins j'essayai. Les mots sortirent emmêlés, à moitié essoufflés. Elle écouta, ne sourit pas, ne rit pas, hocha juste lentement la tête et dit que peut-être le son avait voyagé bizarrement dans les collines. Mais elle n'y croyait pas. Je pouvais le voir dans ses yeux. Elle demanda à nouveau à propos du masque, si je l'avais ramené à l'intérieur sans m'en rendre compte. Je lui dis non. Elle ne dit rien d'autre. On rentra et on fit semblant que le reste de la soirée était normal. Elle se coucha vers 22 heures. Je restai éveillé 1 heure de plus, fixant par la fenêtre de la cuisine le bord sombre de la cour. Quelque chose en elle semblait inachevé. Je pris la lampe torche et sortis à nouveau. La brume était descendue de la crête, rendant l'herbe humide et le monde silencieux. Ma botte écrasa chaque pas. La lampe torche clignota 2 fois, mais je continuai. La porte du hangar était grande ouverte. À l'intérieur, bien au centre de l'établi, se trouvait le masque. Il était positionné parfaitement. Face à la porte. Ce sourire semblait plus profond qu'avant. Et sous le faisceau de la lampe torche, les yeux n'étaient pas juste vides. Ils semblaient remplis de quelque chose de sombre, comme s'ils absorbaient la lumière au lieu de la réfléchir. Ma respiration se bloqua. Je claquai la porte et la verrouillai. Je revins en trébuchant vers la maison sans me retourner. Je me dis que je m'en occuperai le matin. Je ne le fis pas. Je restai à l'intérieur toute la journée. J'aidai à cuire pour le stand qu'on n'allait pas installer. Cette nuit-là, juste après minuit, il y eut un coup sur la fenêtre arrière. Juste un. Lourd. Délibéré. Délibéré. Je regardai en bas. La cour était vide. La porte du hangar était ouverte. On n'est pas allé à la fête cette année-là. Histoire 9, la foire d'automne. J'avais 34 ans et l'automne dernier, j'ai été engagé pour coordonner la foire d'Halloween dans une petite ville des Appalaches appelée Finkley Ridge. Le boulot me tomba dessus au bon moment. J'étais entre 2 jobs, à court d'argent, et j'avais honnêtement juste besoin de quelque chose de stable pour quelques semaines. L'annonce disait coordinateur d'événements saisonniers, logement fourni, et ça me suffisait. Je ne posais pas trop de questions. Finkley Ridge n'était même pas sur la plupart des cartes, mais elle avait un certain charme tranquille. Une station-service, un dîner avec des enseignes peintes à la main, et des locaux qui te saluent depuis leur porche, qu'ils te connaissent ou non. Le centre communautaire, où se déroulerait la plupart de mon travail, se trouvait à environ 800 mètres de la route principale, coincé entre une église baptiste qui s'affaissait et ce qui restait d'un ancien type à charbon. Tout en poutres rouillées et briques cassées. Quelqu'un m'avait dit que la terre appartenait autrefois à une famille qui avait disparu des générations plus tôt lors d'une épidémie de fièvre. J'acquiesçai poliment et fis semblant de m'en soucier, mais la vérité, c'est que ça ne m'intéressait pas. J'avais juste besoin d'un salaire et d'un toit au-dessus de ma tête. Le bâtiment en lui-même était vieux mais solide. 2 étages complets construits en pierre et en poutres de bois épais qui semblaient avoir été coupés directement dans la colline. À l'intérieur, il y avait un gymnase avec des gradins qui craquaient quand on passait devant, une salle d'artisanat bordée de fenêtres poussiéreuses et un étroit couloir de bureaux qui sentait le vieux vernis et le fantôme de l'habitude de café brûlé de quelqu'un. Le conseil municipal voulait faire de la foire quelque chose de plus grand cette année, attirer des gens des comtés environnants, alors ils me donnèrent les clés et me dirent de faire en sorte que ça arrive. Décoration, éclairage, équipement sonore, coordination des bénévoles. Ils me donnèrent même une petite pièce à l'étage, probablement un ancien bureau à un moment donné, avec un lit de camp, une lampe et un mini-réfrigérateur qui bourdonnait comme un frelon. Pendant la journée, l'endroit était animé. Des bénévoles qui martelaient des panneaux en contreplaqué, des ados démêlant des guirlandes lumineuses, Marlène,
ma principale contact de la ville, qui se promenait avec un bloc-notes et un sac à main rempli de menthes qu'elle distribuait comme des pots de vin. Mais dès qu'il faisait noir, ils disparaissaient tous. Pas de long au revoir, pas de traînage, juste un tour de magie. Je demandais à Ellis, le type de la maintenance, pourquoi personne ne restait après les heures. Il me fit un sourire pincé et dit, les gens d'ici aiment être chez eux avant la nuit. Juste. Honnêtement, j'aime le calme. Je travaille mieux quand c'était juste moi et le bourdonnement des lumières au-dessus. Mais 3 nuits plus tard, quelque chose se produisit. J'étais dans le gymnase, accrochant des lumières oranges à l'avant de la scène, debout sur un vieux tabouret en bois qui vacillait si je respirais trop fort. Les doubles portes à l'autre bout de la pièce se fermèrent soudain derrière moi avec un claquement qui fit trembler les murs et me fit siffler les oreilles. Je faillis tomber du tabouret. Je me retournai, le cœur battant, et courus vers les portes, les ouvris d'un coup sec. Le couloir à l'extérieur était vide. Pas une âme. Et dehors, le parking en gravier était éclairé par les projecteurs, mais immobile comme un tableau. Pas de vent, pas de mouvement. Je restais là, essayant de me convaincre que c'était juste une bourrasque, même si l'air n'avait pas bougé du tout. De retour dans le bureau, je me souvenais des caméras de sécurité. Ils venaient juste de les installer. Une dans le gymnase, une dans le couloir, une à l'entrée principale. Je consultais les images. Rien. Pas de mouvement de porte, pas de claquement. Juste moi qui sursautais comme un animal effrayé. Les horodatage défilaient sans accroc. Pas de gel, pas de pixels défectueux. C'était comme si le son n'avait existé que dans ma tête. La nuit suivante, même chose, différentes portes. Cette fois, c'était l'entrée de la cuisine, puis la salle de stockage à l'arrière la nuit d'après. Toujours pareil. Un claquement soudain, parfois suivi d'un léger grattement, toujours avec rien derrière. Je commençais à les noter, date, heure, emplacement des portes sur un bloc-notes, juste pour garder une trace. Ellis vit la liste un matin et gloussa. Dit que le bâtiment se tassait. Quelque chose à propos de vieilles canalisations et de l'humidité de la montagne, mais les bénévoles étaient effrayés. Une fille dit qu'elle entendait un bourdonnement dans les bouches d'aération. Je lui dis que c'était juste la chaudière qui se mettait en marche. Elle ne me crut pas. Elle démissionna 2 heures plus tard et ne revint pas. À la 2e semaine, je connaissais le bâtiment comme le fond de ma poche. Je pouvais dire quelle planche craquait quand je marchais dessus et quelle lumière clignotait si on utilisait le mauvais disjoncteur. Alors quand un nouveau son commença, quelque chose de rapide et aigu, comme des cliquetis, je le remarquai tout de suite. Ça commença dans la salle d'artisanat. Un tap-tap-tap léger et rapide sur le parquet, se déplaçant comme les griffes d'un animal. Je me dis que c'était un raton laveur ou un truc comme ça. Mais quand je suivis le bruit, balai à la main, il n'y avait rien. Je vérifiais chaque coin, chaque bouche d'aération, même derrière les distributeurs automatiques. Pas de signe, pas de crotte, pas d'odeur. Ellis posa des pièges. Ils restèrent vides. Et pourtant, chaque nuit après minuit, les cliquetis recommençaient. Toujours le même schéma. Salle d'artisanat, pause, puis juste derrière moi. Je commençais à dormir avec mes chaussures aux pieds, au cas où. Un soir, Marlène passa avec un sac de lanternes en papier et une pile de flyers. Alors qu'elle partait, je mentionnais les bruits, à moitié pour plaisanter, à moitié pour chercher une explication. Elle sourit et dit, cet endroit a ses bizarreries, puis ajouta, on dit que la famille originale enterrait ses morts sur cette colline avant que l'église ne se décide à bénir le terrain. Elle rit un peu légèrement, mais ses yeux restèrent sérieux. Quand je revins le lendemain, il y avait un bol de maïs sucré sur mon bureau et un mot en cursive élégante qui disait « Garde l'esprit doux ». Je supposais que c'était elle. Pourtant, je n'en avais pas besoin. Jeudi, on termina la plupart des décorations. On avait des citrouilles alignées le long de l'allée, des chauves-souris en papier collé partout, et 2 grands épouvantails encadrant l'entrée. Ils avaient l'air rigolos, chemises en flanelle, manches remplies de paille, citrouilles en plastique pour tête. Mais chaque matin, l'un d'eux avait légèrement bougé, faisant face à une direction différente, penché sur le côté. Un matin, son chapeau avait disparu. Un autre jour, sa tête était inclinée comme s'il écoutait. Je pensais peut-être que c'était le vent ou des gosses qui s'amusaient. Mais le sol était mou à cause de la pluie, et il n'y avait pas de traces, pas même d'empreintes de bottes, juste derrière un épouvantail. Des impressions faibles dans la boue. Des petits orteils.
Ours, je ne dis rien à personne. Je ne vis pas l'intérêt. Puis le vieux coffre à glace dans le stand de concession se mit en marche tout seul. Je suis entré une nuit et j'ai vu de la glace bordant le rebord, comme s'il avait fonctionné pendant des heures. Quelques glaçons étaient déjà sur le comptoir, en train de fondre. Le truc, c'est qu'ils n'étaient pas branchés. N'étaient même pas près d'une prise. J'ai tiré sur le fil quand même et le bourdonnement s'est arrêté immédiatement. J'ai dit à Ellis. Il a haussé un sourcil mais n'a pas dit grand-chose. Ce vendredi-là, on a organisé une soirée de sculpture de citrouille pour les enfants du coin. Ça s'est bien passé, des mains collantes, de la pulpe d'orange partout. Les derniers bénévoles sont partis vers 21h. Quand je suis allé fermer, j'ai trouvé une des citrouilles sculptées posée sur la scène, tournée vers l'arrière, faisant face au rideau comme si elle regardait depuis les coulisses. Je l'ai retournée, j'ai fini la ronde, et j'ai commencé à faire les 100 pas dans les couloirs. À mi-chemin, les cliquetis ont recommencé, mais cette fois, c'était au-dessus de moi, dans les poutres. Un tap-tap-tap rapide d'un bout à l'autre. Je me suis arrêté, j'ai levé les yeux. Rien, pas même de la poussière qui tombait. Je ne bougeais pas pendant une minute entière, j'attendis. Finalement, ça s'est arrêté. La dernière nuit avant la foire, j'étais là après 2h du matin, imprimant des flyers, ajustant la signalétique, finissant les dernières choses auxquelles personne ne pense jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Dans le bureau, il y a ce grand tableau blanc au-dessus de la machine à café. On l'utilisait pour suivre les stocks et les tournées d'approvisionnement. J'étais au téléphone avec Marlène en train de parler du stationnement des vendeurs quand le tableau se détacha net du mur et s'écrasa sur mon épaule. Assez fort pour me faire vaciller, j'ai crié. Elle a demandé si j'allais bien, mais je n'ai même pas pu parler. Il n'y avait pas de vent, pas de secousse, pas de raison. Il a volé sur près de 2,5 mètres. Quand j'ai vérifié les images de la caméra plus tard, rien. Le tableau n'a pas bougé, pas même un frémissement, juste moi réagissant à quelque chose qui apparemment n'était jamais arrivé. Le lendemain matin, je suis arrivé tôt pour ouvrir l'endroit pour la foire. Chaque épouvantail était tourné, tous faisant face au bâtiment. Leurs bras de paille légèrement levés, comme s'ils tendaient la main. Le maïs sucré avait disparu. Juste un emballage vide sur mon bureau. À l'intérieur, il y avait des empreintes de pas humides, de petits pieds nus menant des portes avant à la scène. Elles s'arrêtaient à l'endroit exact où cette citrouille à l'envers avait été. Je les ai essuyées avant que quiconque ne les voie. La foire s'est bien passée. Les enfants ont hurlé de joie plutôt que de peur. Les gens ont dansé sur des reprises de vieilles chansons country. Les vendeurs ont vendu du cidre et du pop-corn. Pas de bruits étranges, pas de portes qui claquent, rien. Quand ce fut terminé et que la foule se dispersa, Ellis me demanda si je resterais pour aider à fermer. Je lui ai dit que j'avais un autre boulot en vue. Je lui ai tendu mes clés. Il a eu l'air surpris, peut-être un peu déçu. Il n'a pas discuté. Je suis sorti seul, passant devant les fenêtres silencieuses et les épouvantails immobiles, descendant l'allée en gravier. L'air sentait les feuilles humides et la fumée lointaine d'un feu de joie. Quand j'ai atteint mon camion, je me suis retourné une fois pour regarder en arrière. Les épouvantails faisaient toujours face au bâtiment, leurs têtes inclinées juste assez pour qu'on ait l'impression qu'ils écoutaient. Je suis monté et je suis parti sans vérifier à nouveau. Depuis, j'ai travaillé à d'autres événements, des foires de Noël, des festivals d'été, mais je ne suis jamais retourné à Finkley Ridge. Histoire 10, la maison Marrow. À l'époque, ma ville, Maple Hollow, nichée au fond des collines des Appalaches, s'animait chaque octobre. Tout le monde se donnait à fond pour Halloween. Des lumières oranges sur chaque porche. Des pains de citrouille échangés entre voisins. Des fantômes en papier dans les vitrines de l'épicerie générale. C'était le seul moment de l'année où cette vallée endormie semblait vraiment vivante. Cette année-là, ma mère décida qu'on était bénévole pour aider à préparer l'ancienne salle communautaire pour le festival. L'endroit se trouvait sur une crête à l'extérieur de la ville, surtout caché par des arbres dénudés, et personne ne l'avait beaucoup utilisé depuis la mort du gardien, Monsieur Cracker Dorsey. Il avait vécu dans une petite cabane à l'arrière et passé un demi-siècle à maintenir l'endroit en état. Les gens plaisantaient en disant qu'il le faisait toujours. Le premier jour où on y alla, l'air à l'intérieur était épais de poussière, et cette vieille odeur de vernis qui colle au bois longtemps après qu'on l'a oublié. Les rideaux de la scène étaient raides et lourds, et un étroit escalier penchait dangereusement vers un petit grenier.
Le maire dit que la plupart des vieilles décorations étaient stockées là-haut, nous dit qu'on pouvait utiliser ce qu'on y trouverait. Alors je montai le premier avec une lampe torche pendant que ma mère commença à trier les cartons en bas. Chaque marche gémissait sous mon poids. Les planches semblaient molles par endroits, comme marcher sur un trampoline en bois. Je trouvais des cartons empilés jusqu'au plafond, certains étiquetés avec des années, Halloween 1991, fête d'automne 1984, et quelques-uns si délavés qu'ils n'étaient plus que des gribouillis fantomatiques. À l'intérieur, il y avait des guirlandes poussiéreuses, de vieux citrouilles en papier au visage fissuré, des masques qui sentaient le carton dans l'air du grenier. J'étais les coudes enfoncés dans des lumières emmêlées quand je le repérai. Un coffre en bois à moitié enterré sous un tas de vieux tissus. Le bois était sombre, presque noir, avec un loquet rouillé qui semblait n'avoir pas été touché depuis des décennies. Pas d'étiquette, juste posé là, attendant. J'appelai ma mère en bas, demandai si je devais vérifier. Elle leva à peine les yeux. « Vas-y, dit-elle, sa voix résonnant d'en bas. » Le loquet ne voulait pas bouger. Je dus le forcer avec le bord plat d'un tournevis. À l'intérieur, il y avait un tas de vieux morceaux de costume, et en dessous, cette tête en papier mâché. Elle avait l'air fausse. La peinture était craquelée, les traits déglingués d'une certaine manière, les yeux trop éloignés, la bouche découpée en un large sourire, comme si quelqu'un l'avait sculptée avec un couteau émoussé. Elle semblait faite maison, peut-être pour une pièce de théâtre scolaire ou un truc comme ça. Mais plus je la fixais, plus je me sentais mal à l'aise. Je ris, dis à ma mère que c'était probablement un vieux accessoire. Elle ne regarda même pas, dit juste de le laisser où il était. Alors je le mis de côté et continuai à travailler. Cette nuit-là, on resta tard à accrocher des lumières autour des fenêtres et à installer les guirlandes le long de la Seine. Quand on partit, il était après 21h. Toute la crête était sombre, à part la lueur de nos phares de voiture. Je verrouillai la salle moi-même et glissai la seule clé dans la poche de ma veste. Le lendemain matin, j'y retournai tôt pour finir de peindre les panneaux. Quand j'ouvris la porte, la première chose que je vis me glaça. Cette tête en papier mâché était posée bien au centre du sol, parfaitement centrée. Je ne l'avais pas bougée du grenier. La porte était toujours verrouillée. Personne d'autre n'était entré. Je me dis que ça avait dû tomber d'une manière ou d'une autre, peut-être roulé, bien qu'il n'y ait pas de trou ni d'écart entre le grenier et le rez-de-chaussée. Pourtant, je la rapportai en haut et la remis exactement là où je l'avais trouvée. Cette nuit-là, on revint pour accrocher plus de décorations. Je montai chercher plus de lumière, et c'est alors que je la vis. La tête était là, mais à côté, une autre. Même matériau, même surface craquelée, mais le sourire était plus large cette fois, penché de travers. Je restai là à la fixer jusqu'à ce que ma mère m'appelle d'en bas, demandant les rallonges. Je dis que je les avais trouvées et sortis de là sans en parler. Le troisième jour, il y avait 3 têtes. Chacune un peu différente. Les sourires s'étiraient plus larges, les yeux plus en avant, comme s'ils apprenaient à regarder. C'est alors que j'apportai mon propre cadenas de chez moi et verrouillai la porte du grenier. Le lendemain matin, le cadenas pendait, ouvert. La chaîne était enroulée proprement par terre, comme si quelqu'un l'avait coupée net. Je dis à ma mère que quelqu'un nous faisait une blague, mais elle haussa juste les épaules. Probablement un canular, dit-elle. Mais personne d'autre n'avait de clé. 2 nuits avant Halloween, on finissait les décorations. Tout le monde était rentré chez soi et il ne restait que ma mère et moi en train de peindre des panneaux près de la Seine. Les lumières clignotèrent une fois, puis je l'entendis, un bruit roulant, grinçant, au-dessus de nous, comme un sac de billes qui se renversait sur les planches. Ça s'arrêta, puis recommença, plus lourd cette fois. Ma mère leva les yeux, fronça les sourcils. Probablement des ratons laveurs, dit-elle, mais sa voix avait cette tension. Je mis la main dans ma poche pour chercher la clé. Elle n'y était pas. Je ne le lui dis pas. Le lendemain matin, quand on revint, les lumières à l'intérieur étaient déjà allumées. Le verrou de la porte principale était toujours en place. Quand on entra, je me figeai. Sur la scène, il y avait des rangées de têtes en papier mâché, des dizaines, toutes peintes en orange vif maintenant, avec des yeux noirs creux et des sourires en dents de scie dégoulinants. La peinture était encore humide, formant des flaques sur la scène en bois. Ma mère haleta, chuchota, qui aurait fait ça? Il n'y avait pas d'empreinte de pas dans la peinture, pas de boîtes ouvertes, pas de pinceau, rien. Juste ces têtes, toutes tournées vers la porte, comme si elles nous attendaient. À midi, toute la ville était au courant.
Le comité du festival monta, jeta un coup d'œil, et dit que l'endroit n'était pas sûr. Ils accusèrent des vandales jusqu'à ce qu'ils vérifient les caméras. Chaque flux s'était figé exactement au même moment, 3h17 du matin. Après ça, le maire fit fermer la salle pour de bon. Ce soir-là, je vis le concierge charger ce même coffre en bois dans son camion. Je demandai où il allait. Stockage des histoires, dit-il, et il partit. Personne ne découvrit jamais quel stockage ni où. Cette année-là, la foire continua dehors, plus petite que d'habitude. Les gens continuaient à chuchoter à propos de la salle. Personne ne remonta sur la crête. Un mois plus tard, le concierge démissionna et quitta la ville. Quand quelqu'un vérifia enfin la propriété cet hiver-là, le coffre avait disparu. La scène était vide. Chaque Halloween depuis, quelqu'un accroche une tête de citrouille en papier mâché sur la grille de l'ancienne salle. La peinture est toujours fraîche. Les sourires toujours identiques. Personne ne l'avoue. Personne ne la touche. La semaine dernière, en rentrant du travail, je ralentis au virage d'où on peut encore voir la crête. La grille était rouillée et à moitié effondrée. Et accrochée dessus se trouvait cette même tête orange. Des traînées de peinture noire délavée par la pluie coulaient sur son visage, comme si elle fondait. Quand mes phares l'éclairèrent, je jure qu'elle tourna légèrement la tête, comme si elle savait que j'étais là. Je ne m'arrêtai pas. Je descendis la colline en ligne droite et ne regardai pas en arrière. Et je ne suis pas retourné près de cette crête depuis.